Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans notre journal régional édition de la mi-journée. Nous sommes le samedi 6 février. Merci de votre fidélité. L'actualité, c'est bien évidemment l'épidémie de Zika qui a bien atteint la Guadeloupe. Quelques 17 cas, selon les derniers chiffres de contamination biologique, ont été recensés, dont 2 femmes enceintes. Mais c'est encore bien loin des quelques 2300 cas recensés en Guyane et 250 à la Martinique. En Colombie, on annonce même le décès de 3 personnes, 3 décès liés au virus. La Colombie est le pays des Amériques le plus touché par le Zika, après bien sûr le Brésil, où l'on dénombre 1 500 000 personnes contaminées. Dans l'actualité en Guadeloupe, cette scène peu banale de la destruction de plusieurs maisons hier à Morne-à-l'Eau, c'est la conséquence judiciaire d'un conflit familial qui s'était d'abord soldé après plusieurs années de procédure par l'expulsion de plusieurs familles ayant bâti sur un terrain ne leur appartenant pas selon la justice. Le reportage de Jacques Damprobe. Sous les yeux impuissants des membres de l'une des familles expulsées il y a près de mois, le tractopelle fait son œuvre. Aucun obstacle ne peut lui résister. Tout doit disparaître. D'abord une première maison, puis une deuxième. Le tour de la troisième viendra un autre jour. Laurence fait partie des expulsés de Bosredo-Morne-à-l'Eau. Après des années de résistance, la jeune femme est bouleversée, mais veut plier bagage la tête haute. Vous faites les choses tout le temps en prenant le principe que oui, les vieux, les anciens vous disent que oui, vous avez le droit, tu as le droit de construire là, tu as le droit de faire ceci, tu as le droit de faire cela. Mais après, les générations qui arrivent, ça entraîne la haine. Et en fait, quand les gens ne se rendent pas compte, là, peut-être aujourd'hui, ça a été ma maman, demain, ça sera quelqu'un d'autre. Donc au final, après, gérer les papiers, ça, on ne sait pas faire ça ici en Guadeloupe. On ne sait pas gérer les papiers, on ne sait rien faire de tout ça. Et après, regardez où est-ce que ça arrive. Là, ma maman a eu un problème, c'est qu'elle a été mal défendue. Elle a été mal défendue, c'est tout. Et il y avait en face quelqu'un qui avait un petit peu plus d'argent. Donc c'est juste ça. Il ne faut pas penser, en fait, compte. Tout le monde, là, je sais, tout le monde, ils vont dire, ouais, il construit case à son terrain qui bataille. Ce n'est pas une histoire de terrain qui n'est pas à elle, c'est juste que c'est un terrain familial. La partie adverse estime être dans son bon droit dans cette affaire, une affaire née d'une transaction qui remonte à un autre temps entre une mère et ses 2 filles sur un terrain de 4 hectares. Cela fait 4 ans que le tribunal a jugé de façon définitive et ce n'est qu'aujourd'hui que les propriétaires légitimes mettent à exécution sous l'autorité tout d'abord du tribunal et puis de l'autorité administrative qui nous a accordé la force publique le 11 janvier dernier. Mais les personnes expulsées sont revenues sur les lieux et aujourd'hui nous sommes obligés d'utiliser justement des moyens de démolition pour répondre à cette décision de justice et faire en sorte qu'elle soit appliquée. La justice est passée dans la douleur, mais l'affaire de Bosredon illustre bien les désaccords qui peuvent naître entre héritiers. Un meurtre, la chose est devenue malheureusement courante, même en Guadeloupe, mais que les témoins se retrouvent poursuivis pour non-assistance à personne en danger l'est beaucoup moins. C'est pourtant la suite judiciaire qui a été donnée au meurtre commis mercredi dernier à Saint-Claude. Non-assistance à personne en danger, un concept, un délit, une notion parfois bien difficile à établir. Les explications de Muriel Barlagne. 3 personnes sont poursuivies pour non-assistance à personne en danger. Elles sont restées inertes lors d'une rixe mortelle survenue à Saint-Claude ce mercredi. Les faits ont été filmés par une caméra de surveillance, un fait divers qui interpelle la population. Je trouve que c'est de l'inconscience, tout simplement. Normalement, c'est ça qui prouve que le temps a bien changé parce qu'à une certaine époque, c'est peut-être par la peur, je ne sais pas ce qui se passe de nos jours. Non, je dis que les gens, ils ont peur, alors ils ne réagissent pas. C'est pas qu'ils ne sont pas, comment dirais-je, je ne sais même pas quoi vous dire parce que là... On doit pouvoir aider les gens, hein, quelle que soit la personne, puisque nous sommes tous frères et sœurs. Donc c'est quand même grave hein, tout ça. Hein. Le non-assistance
à personne en danger n'est pas toléré. Donc c'est déplorable. C'est vraiment déplorable. Si vraiment c'était le cas, c'est vraiment déplorable. C'est dommage. La non-assistance à personne en danger est une infraction grave. Alors c'est l'article 223-6 du Code pénal qui prévoit cette infraction. Elle prévoit que lorsque quelqu'un pouvait empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, s'il pouvait empêcher un crime ou un délit contre l'intégrité corporelle d'une personne, eh bien s'il s'abstient volontairement de porter secours, il encourt une peine d'emprisonnement de 5 ans et une peine d'amende de 75 000 €. La non-assistance à personne en danger est une infraction particulière. Il n'est pas si simple de démontrer qu'il y a abstention volontaire de la part de celui qui ne réagit pas. Et ce n'est pas le seul point à défendre. Le texte le dit, l'abstention est volontaire, mais il aurait fallu que par son action immédiate, il puisse aider, mais que cela comporte pour lui que cela ne comporte pas pour lui de risque. Et c'est là qu'est le problème. On ne peut pas supprimer le risque. Donc les magistrats qui vont s'intéresser sur ces questions vont vérifier s'il pouvait y avoir un risque sérieux pour l'intervenant ou pour un tiers. Donc c'est le caractère sérieux qui sera vérifié. Personne ne pourra se départir personne ne pourra se justifier de ne pas avoir secouru ou assisté en disant « mais j'avais des risques pour moi, pour ma vie, pour d'autres, il faut que ce risque soit sérieux ». Les circonstances qui ont entouré une telle infraction sont à étudier de près. C'est un type d'affaire à juger au cas par cas. Mais l'actualité, c'est d'abord le carnaval et 16 jours gras, 5 jours de liesse jusqu'à l'incinération de Vaval le mercredi prochain. Et actuellement, le marché de la vente de panoplies diverses et de masques de carnaval connaît évidemment sa période la plus faste. Anne-Elisabeth Artienne. Accessoire incontournable du carnaval, le masque est de rigueur pour un déboulé en tout anonymat. De toutes les tailles et de tous les styles, il y en a pour tous les goûts, comme dans ce bazar de Pointe-à-Pitre. Il y a des masques pailletés, il y a des masques qui font peur, il y a des masques avec des plumes aussi, style indien. Oui, en cette période, il y a beaucoup de gens qui achètent des masques pour le carnaval. Ryan et Kylian se baladent dans la cité pointoise pour collecter des fonds. Une tradition pour ces carnavaliers. C'est pour faire un masque matin, pour récupérer des fonds, pour financer les costumes, tout et tout. Oui, c'est une tradition. Tous les samedis gras, c'est super. Alors, à vos masques, prêts, déboulez. Et les déboulés, c'est dès cet après-midi dans diverses villes de Guadeloupe, évidemment, à commencer par celle de Pointe-à-Pitre. Le fameux groupe Double Face était, lui, hier à l'école, inculqué aux tout-petits l'esprit même du carnaval. Telle est la mission que se sont donnés les membres du groupe. Le reportage d'Éric Pommier. Ça, c'est l'effet Double Face, l'art de faire danser les grands et désormais les petits. Nous sommes à la crèche-garderie Eva Benjamin à Bémao. Bien sûr, carnaval oblige, les enfants ont tous une tenue de circonstance. Et avec le groupe Double Face en invité surprise, la fête ne peut être que belle. Au groupe Double Face de mettre du rythme sans retenue pour endiabler quelques minutes la cour de la petite école. Bon, je pense que les enfants ont déjà l'éducation en Guadeloupe, par rapport aux parents, ils connaissent déjà un petit peu le carnaval. Donc après, il faut faire la continuité, effectivement. Donc les enfants voient effectivement que le carnaval, ça ne se passe pas qu'à la télé, c'est un groupe avec des gens qui jouent. Donc effectivement, ça leur inculque aussi les valeurs, voilà. Double Face, c'est 25 ans d'activité et toujours cette musique qui fait trembler les cœurs et fait danser les gens. Aujourd'hui, Double Face est connu sous le nom de Machine à son. Un son qui a fait le succès du groupe. Pas de secret à vous Grégory Gideon, juste une histoire d'une parfaite harmonie entre les membres. L'avantage qu'on a, c'est qu'après 25 ans, on a quand même le même noyau. Donc ce qui fait qu'on se reconnaît, on se regarde directement, c'est comme le foot. Hein. On sait déjà ce que l'autre va jouer. Donc on a déjà nos repères dans le carnaval, dans la musique. C'est pour ça que les gens ont toujours l'impression que Double Face, c'est très facile. C'est tout simplement un noyau, un groupement. Aujourd'hui, on est des amis. Hein.
C'est comme une famille, donc la musique, ça se passe, c'est fluide en fait. Hein. Une demi-heure de prestation, trop court peut-être, mais une fois la qualité y était. La directrice en voulait plus. La musique Double Face en effet vous transcende. Mais le programme du groupe est chargé, dimanche bien sûr. Il faut qu'il soit prêt pour la grande parade. Mais déjà ce soir, Double Face a la mission de soulever la foule. Privilège réservé cette fois au public lamantinois et en nocturne. Un mot d'économie maintenant pour vous parler de l'apiculture en Guadeloupe. C'est une production relativement importante et surtout une couverture assez exceptionnelle de la consommation locale. Karine Gelman a suivi un jeune apiculteur, son reportage. La reine est là. Elle est juste là, on a de la chance. Donc je vais la marquer, parce qu'elle n'est pas encore marquée. Voilà, pour les reconnaître et aussi pour l'année de naissance aussi. Donc, chaque année, est-ce que c'est une de l'année dernière? Il va commencer à avoir des petits boutons. Apiculteur par passion, Isaïe est tout nouveau sur un marché de près de 120 apiculteurs, en symbiose avec leurs abeilles. Ça, c'est une grille à reine. Ça, c'est une grille en métal. Hein. Donc l'espace qui est entre chaque séparation fait que la reine ne peut pas passer. Mais les butineuses, les abeilles qui vont chercher le nectar, elles pourront passer, elles, par contre. Avant, j'étais réceptionniste d'hôtel, voilà. Donc, j'ai fait ça pendant 10 ans. Et après, je me suis mis dans l'artisanat où je faisais du verre soufflé, je déformais des bouteilles. Et c'est en faisant cette activité-là que j'ai rencontré un ami, M. Michino, Patrick Michinologue, qui vendait de l'hydromel, en fin de compte. C'est un vin de miel. Voilà, donc, il faisait ça sur le marché de Petit-Beau. Il m'a dit, est-ce que ça ne t'intéresse pas de faire de l'apiculture? Oui, mais je ne connais pas comment faire pour me former, pour y accéder, quoi. Et de là, lui, il avait fait une formation sur la France à Arras. Et de là, c'est lui qui m'a initié en apiculture. Et depuis que je suis dedans, je baigne dedans, voilà, tranquillement. Le miel guadeloupéen représente une production de près de 80 tonnes pour l'année 2015, contre une consommation locale qui s'élève en moyenne à 250 tonnes par an. C'est donc moins de 40% de la consommation locale. Tributaire des conditions climatiques et de la floraison des arbres et des fleurs, la dernière sécheresse a fragilisé la filière miel. Ça a impacté énormément et sur la production de miel et sur les pertes de colonies aussi. Parce qu'on n'a jamais connu une sécheresse depuis 1952. Et ce qui fait que si on prend l'exemple du tendre à caillou qui aime beaucoup tout ce qui est sécheresse, qui doit être stressé pour pouvoir fleurir, il y a eu tellement de sécheresse qu'elle n'a pas fleuri cette plante-là. Donc, et après, ça a créé un déséquilibre pas possible. Les abeilles étaient en carence, donc il y a eu beaucoup de pertes de colonies. L'important pour Isaïe, c'est d'avoir un miel de qualité et de vivre avec la nature. Voilà, il faut aimer la ruche, être dedans, voilà, comprendre le travail que les abeilles font, parce que c'est un travail particulier. Hein. Les abeilles travaillent en général pour les générations futures, systématiquement. Voilà, parce qu'elles ne vivent pas longtemps. Une abeille vit quoi, en moyenne 45 jours. Donc, mais tout ce qu'elle va stocker, ce sera pour les abeilles de la génération future, ainsi de suite. Mais au moins l'apiculture, les abeilles qui ont 65 millions d'années, nous les êtres humains, on en a 3 millions. Donc j'ai l'impression qu'en préservant les abeilles, je fais quelque chose pour la planète. Regarde là sur la porte, ouais, déjà, il y a déjà une petite nuance. Ouais, là c'est beaucoup plus foncé que là. Voilà. Et au niveau des saveurs aussi, c'est jamais pareil. C'est ce qui fait le charme du miel, c'est toujours du miel, mais qu'on a plusieurs petites floraisons différentes, et on a des saveurs différentes, des goûts différents, ça crée une certaine magie. Souvent les clients sur les marchés, comme je vends sur le marché du Moule, le mercredi après-midi, me disent que je connais le miel, c'est du miel. Mais quand je leur fais goûter à deux, ils me disent mais c'est pas possible qu'il y ait autant de différences entre les goûts. Oui, c'est ça, c'est la magie. La magie de la nature. En Haïti, à 24 heures tout juste de la fin constitutionnelle du mandat du président sortant Michel Martelly, c'est l'incertitude totale sur la gestion de cette période de transition inédite, faute de président élu. Les négociations entre le président sortant et le Parlement ont échoué à trouver une solution. Des manifestations encore hier dans différentes villes du pays comme Port-au-Prince, Pétionville ou encore Ocaille, des manifestations d'anciens militaires notamment. Et un de ces individus a été tout simplement lapidé à mort par une manifestation de l'opposition, dans une confrontation
plutôt avec une manifestation de l'opposition sur le Champ de Mars à Port-au-Prince. Evans Paul, le Premier ministre, a lancé un nouvel appel au calme et surtout confirmé que, contrairement au président sortant, il continuerait d'occuper ses fonctions après le 7 février, une situation là aussi exceptionnelle dont nul ne sait ce qu'elle réserve. Le reste maintenant de l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe. Amazonie, une écorce anti-moustique. Le sucupira, plus connu sous le nom de cœur dehors en Guyane, est un arbre très connu du plateau amazonien et recherché pour la qualité de son bois pour les meubles et les planchers. Aujourd'hui, il pourrait être exploité pour son huile extraite de l'écorce et des graines qui serait à 70% efficace pour tuer les larves du moustique Aedes aegypti, responsable de la dengue, du chikungunya et autres Zika. C'est ce qu'affirme une chercheuse pharmacienne, Anelisa Maciel, de l'université de Lampa au Brésil. L'huile de sucupira possède de multiples propriétés, dont celle d'être aussi un larvicide. Il suffirait simplement de verser cette huile dans les gîtes larvaires et le foyer serait détruit. Une découverte de première importance où l'on pourrait utiliser un produit 100% naturel pour résoudre un problème majeur de santé publique. Le résultat des recherches de cette pharmacienne a été publié dans la revue américaine PLOS ONE au début du mois de janvier. Le président socialiste du Venezuela, Nicolás Maduro, a assuré jeudi qu'il empêcherait l'opposition de prendre la présidence du pays au moment où le Parlement qu'elle contrôle cherche un moyen légal de le pousser vers la sortie. Cet avertissement intervient alors que des dirigeants de l'opposition, dont le gouverneur Enrique Capriles, cherchent des moyens légaux pour hâter le départ du pouvoir de Nicolás Maduro, élu en 2013 pour 6 ans. Enrique Capriles a ainsi appelé à convoquer au plus vite un référendum révocatoire contre le président socialiste ou à réformer la Constitution pour réduire la durée de son mandat. Conformément à la loi vénézuélienne, un référendum révocatoire peut être convoqué à partir de la moitié du mandat du président en exercice. Nicolás Maduro sera à mi-mandat le 19 avril prochain. Pour convoquer ce référendum, une pétition signée par 20% des électeurs, soit 3 900 000 personnes, est nécessaire. Un des partis de l'opposition antichaviste réuni sous le nom de Table de l'Unité démocratique a déposé mardi au Parlement un projet d'amendement constitutionnel pour réduire de 2 ans le mandat de Nicolás Maduro et convoquer ainsi les élections à la fin 2016. Un blocage politique qui s'ajoute à une crise économique profonde qui touche le Venezuela. L'île de Saint-Barthélemy a été classée comme étant la destination la plus chère des Caraïbes pour l'hébergement touristique. Selon un audit réalisé par travelmag.com, l'analyse a porté sur le tarif le plus bas pour une chambre double dans un hôtel ou une résidence classée 3 étoiles. 30 îles de la Caraïbe sont passées au crible du cabinet d'études. Au mois de février, pic de la saison touristique dans les Caraïbes, il vous faudra débourser $324 pour passer une seule nuit en chambre double dans un hôtel 3 étoiles à Saint-Barthélemy. Anguilla, qui détient la seconde place avec un tarif moyen de $285 pour une nuit. La 3e place revient à une autre île française, Saint-Martin, avec un tarif moyen de $261 pour une nuit. Tout en bas du tableau, c'est la République dominicaine qui est la destination la moins chère des Caraïbes, avec $43 pour une nuit. La Guadeloupe atteint la 7e place avec un tarif moyen de $192 par nuit, et la Martinique la 21e place avec un tarif de $121 pour y passer une nuit durant la période du 1er au 29 février 2016. L'actualité sportive avec du football. Pas de championnat ce week-end évidemment pour cause de carnaval, mais ce soir au stade de Bouillante à 20h, les sélections de Guadeloupe et de la Martinique s'affrontent en amical, comme on dit, si l'on peut parler de match amical entre la Guadeloupe et la Martinique. Ces deux équipes préparent évidemment le prochain tournoi de la Caraïbe des Nations. À l'aller, la sélection Guada Boys, comme on dit, de Gérard Andy, s'était inclinée à Fort-de-France 2-0. Ils sont arrivés hier par les airs, mais à bord d'un avion, s'il vous plaît, et dans des caissons. Ils, ce sont 16 flamants roses, appelés à s'installer au jardin botanique de Deyé. Ils remplaceront quelques congénères qui ont malheureusement subi un triste sort. Muriel Barlagne. Ils sont partis d'Amsterdam hier en camion, direction Paris, où ils ont pris l'avion pour arriver en Guadeloupe. 16 flamants roses commandés par le jardin botanique de Deyé. Ils sont venus remplacer les 8 spécimens que le site hébergeait et qui ont été tués par des chiens errants en septembre dernier. Alors ce sont des flamands cubains, parce qu'on a choisi d'avoir des oiseaux caribéens.
mais pour des raisons de simplicité administrative, donc ils viennent d'un élevage d'Europe. Et donc ils ont été élevés dans un élevage en Allemagne et on les a achetés à une entreprise hollandaise, spécialisée dans les élevages de la faune sauvage. C'est à l'aérogare Fret que l'équipe du jardin botanique a récupéré les caissons contenant les flamants roses, après que ces derniers soient passés par la douane et les services vétérinaires. Il leur faudra attendre encore quelques jours avant de pouvoir découvrir leur habitat définitif. Alors, ils seront dans leur enclos à partir de ce soir, mais nous sommes tenus donc de les laisser en quarantaine pendant quelques jours. Et donc, nous pensons les relâcher d'ici 8 jours. En attendant, ils s'habitueront, ils vont se familiariser avec leur milieu, puisqu'ils sont déjà sous le stress d'être partis de leur élevage et d'arriver ici. Donc, on va les laisser une semaine à s'acclimater à leur nouveau milieu, à leur nouvel environnement. Un paon et un faisan sont aussi arrivés, des femelles venues tenir compagnie aux 2 mâles présents sur le site. Le jardin botanique a ainsi investi 37 000 €. Des flamants roses qui ne seront peut-être pas cet après-midi particulièrement dépaysés, car il ne fera pas beau sur notre archipel. Certes, il y aura du soleil, mais des nuages, notamment au-dessus des reliefs, qui vont provoquer quelques averses, à la fois en grande terre et en basse terre. Les températures vont osciller entre 25 et 29 degrés. Je crois que ce sont des températures que peuvent supporter ces flamants roses originaires de cubage, quoi. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve ce soir 19h pour notre second rendez-vous avec l'actualité régionale. Bon après-midi sur Alizé.